La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Premier numéro de votre émission Grand Carrefour en 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Merci de nous choisir encore sur la télévision d'État Santé. Nous y sommes. Eh bien, bonne et heureuse année à vous tous. Vous avez toujours pris le temps de nous suivre dans cette émission durant 12 mois. Ce n'est pas rien. Merci et une fois encore, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année. Alors, pour le trajet de cette année, bienvenue et restez dans le train avec nous pour décortiquer ensemble l'actualité sociopolitique et aussi éducative et tous les plans, tous les sujets sont les bienvenus dans cette émission. Restez toujours avec nous sur cette télévision d'État Santé. Nous sommes encore cet après-midi avec des journalistes, aussi analystes de l'actualité socio-politique. Vous le savez, à quelques jours, nous sommes à quelques jours des élections présidentielles au Togo. Tout est fait prêt, quoi qu'on dise. Les candidatures s'enregistrent. La CENI aura à boucler et l'enregistrement de cette candidature aujourd'hui à partir de minuit. Qui sont ceux-là et qui porteront véritablement le poids de la République togolaise et pouvons bien sûr convaincre l'électorat togolais. Nous aurons le temps de les découvrir à partir de minuit. Mais pour l'instant, nous allons parler bien évidemment de la problématique liée à la candidature unique de l'opposition, la candidature de Faure Gnassingbé, le président sortant, d'ailleurs qui s'est déjà déclaré, qui a accepté bien sûr le choix porté sur lui par ses militants hier. Ils sont à ce plateau avec nous, Adef et Ildefonse Akpaki. Bonsoir, merci d'être encore à ce plateau avec nous. Ça fait un plaisir que je retrouve RTDS, que je retrouve l'émission Grand Carrefour. Merci à toi et merci à toute l'équipe qui réalisait cette émission. Et je voudrais saisir l'occasion pour vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette année 2020. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de journal en ligne, la Gazette du Togo. Merci. Merci d'être là. Nous avons également M. Credo Tété, directeur de publication, le Médium, du journal Le Médium. M. Credo, bonsoir. Merci d'être encore à ce plateau avec nous. Merci Dieudonné, merci à tous ceux qui nous suivent. Je voudrais joindre ma voix à celle de mon aîné, Ildefonse, pour souhaiter également nous vœux les meilleurs pour tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la RTDS, pour vous-même, et pour toute la direction, tout le personnel. Tout ce que nous vous souhaitons, c'est le meilleur. Merci beaucoup. Merci d'être là. Eh bien, Ildefonse, je le disais tantôt, nous sommes à quelques semaines, quoi qu'on dise, des élections présidentielles au Togo, et tout se précise. Vous, quel regard portez-vous sur l'ensemble de la machine qui roule déjà? Je crois que vous me donnez l'occasion, et c'est ma première fois d'accepter répondre à une invitation, et ça marque le début d'ailleurs de ma carrière professionnelle en 2020. En 2020, merci. En 2020. Merci de l'avoir accepté. Et je peux dire que le Togo et nous les Togolais, nous traversons une période très sensible de l'histoire de notre pays. Vous me posez la question par rapport à cette situation qui prévaut actuellement dans notre cher pays, le Togo, avec la présidentielle. Vous savez que, je le disais ce matin à certains de mes amis, que s'il m'avait été donné en tant qu'acteur politique de prendre part à la compétition électorale, je n'irai pas aux élections. Vu certaines situations que nous avons vécues au Togo, juste après le décès de feu le général Eyadema, jusqu'aujourd'hui, et j'irai discuter directement avec l'armée, les forces armées togolaises. J'ai fait une analyse depuis le 5 février 2005 jusqu'aujourd'hui, et je suis conforté dans mon esprit, dans mes convictions que pour avoir le pouvoir au Togo, pour exercer à la magistrature suprême, si vous ne composez pas et si vous n'avez pas le soutien de l'armée, vous ne pouvez pas. Vous savez? Ça, c'est votre analyse. Oui, je le dis et je l'assume d'ailleurs. Parce que nous avons connu des périodes malheureuses
sur lesquels je ne voudrais pas revenir. Mais quand vous me posez des questions sur des élections au Togo, je me pose la question de savoir si éventuellement depuis 2005, prenons juste 2005 jusqu'à aujourd'hui, s'il y a eu véritablement des élections où la vérité des urnes a été proclamée. Il y a eu des années où, lorsque la loi électorale que nous avons, qui n'a jamais été modifiée, interdit un certain nombre de choses, que ces interdictions deviennent des pratiques. J'ai vu dans mon pays, le Togo, des gens voler des urnes. Et pas des moindres. Des hommes en uniforme qui ont volé des urnes, qui sont allés brûler des bulletins. J'ai vu ces mêmes hommes qui ont intervenu dans le jeu électoral, soit cagoulés, soit à visage découvert, pour mettre fin à un certain nombre d'actes que ceux qui ont Alors, été... ce sont des égarements qui ne sont pas propres qu'au Togo. Hein. Non, mais ce n'est pas parce que c'est permis ailleurs, chose anormale. Naturellement, c'est anormal. Alors, selon vous, les élections ne sont pas trop nécessaires au Togo, c'est cela? Vous savez, les conditions dans lesquelles les élections sont aujourd'hui organisées me confortent dans l'esprit. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a le pouvoir, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui challenge le pouvoir, qui veut prendre la place du pouvoir. La place du pouvoir. Et quand vous analysez tout cela, vous vous rendez compte que c'est des citoyens, mais qui n'ont pas des chances égales. La balance n'a jamais été égale pour tous ces citoyens-là. Et bizarrement, des confidences m'ont été faites. Lorsque certaines consultations ont été faites et on dit, mais au niveau de l'opposition, et là, je serai très honnête en disant, au niveau de l'opposition, on a dit, ah mais écoutez, nous voulons avoir une candidature unique, nous voulons que ça change en 2020, mais la posture de celui qui doit être le candidat unique doit être acceptée de l'armée. Voilà pourquoi je repose le problème de l'armée en disant, mais si tel doit être le cas, allons directement, au lieu qu'on aille aux élections, allons directement discuter avec les officiers de l'armée togolaise. Parce que non seulement la constitution togolaise demande à l'armée togolaise d'être républicaine et neutre au service de tout le peuple, mais on a vu que durant tout ce que nous avons traversé comme processus, l'armée a toujours fait irruption dans le jeu politique. Ce qui est contraire à la constitution togolaise. D'où pourquoi aller encore aux élections? Il faut plutôt choisir la manche anticonstitutionnelle en discutant directement avec l'armée. Il faut aller diriger, il faut aller discuter avec les principaux officiers de l'armée pour leur dire, eh bien, écoutez, on sait très bien que l'armée à un moment donné s'est introduite dans le jeu politique, l'armée a posé telle action, telle action, telle action. Aujourd'hui, nous allons passer l'éponge sur tout cela. Et vous acceptez aujourd'hui que l'armée soit républicaine et au service de tous. Très bien, merci. Eh bien, monsieur Credo Tété, eh bien, moi, je voudrais avoir l'avis du journaliste observateur sur toute la machine électorale, d'ailleurs, qui est en cours, qu'on ne peut plus, quoi qu'on dise, arrêter. Mais selon Île-de-France, les élections ne sont pas aussi toujours nécessaires pour l'instant. Non, mais moi, je crois que l'expression du jeu démocratique passe par l'expression du vote, par les élections. Donc aujourd'hui, on ne peut pas occulter le fait que pour permettre une meilleure définition de la démocratie par rapport aux exemples que nous suivons du côté des Occidentaux, il faut aller aux élections. Parce que lorsque des partis politiques sont constitués, c'est pour aller à la conquête du pouvoir. Et le seul moyen, ou bien le seul moyen justement d'accession au pouvoir, c'est de compétir, de jouer le jeu électoral, c'est d'appeler les populations, les militants, les populations à voter le candidat ou bien le programme de société. Donc aujourd'hui, si nous voudrons analyser tout ce qui a été fait, et vous l'avez bien dit en introduction, à 0 heure, donc nous saurons réellement qui ont pu déposer
constituer, déposer leur candidature dans la chambre d'enregistrement de la Commission nationale électorale nationale et indépendante. Et après, donc, nous verrons une autre publication de la liste des candidats qui sont retenus. Maintenant, à ce stade, on dira que le processus se déroule bien, parce que très bientôt, en début du mois de février, notamment le 6, si j'ai bonne mémoire, la campagne électorale, la campagne électorale devra commencer. Donc aujourd'hui, la CENI est en train de jouer sa partition. Il reste maintenant aux acteurs politiques, ceux qui s'inscrivent réellement dans cette logique de compétir, de sensibiliser leurs militants, d'aller à la quête des voix pour pouvoir prétendre diriger le pays demain. Et lorsque on se situe du côté de l'opposition, pour accéder au pouvoir, il faut compétir. Et également, pour conserver le pouvoir, le jeu démocratique voudrait qu'on compétisse encore. Donc vous verrez que très prochainement, ou bien d'ici minuit, d'ici 0 heure, nous allons connaître réellement les candidats. Toujours est-il qu'il y aura des candidats de l'opposition, il y aura un candidat du pouvoir et également des candidats qui vont sortir du néant, des candidats qui vont vouloir aussi se donner une certaine contenance politique. Parlons du rapport de force. Ildefonse l'évoquait tout à l'heure, que les jeux, ou alors le jeu n'est pas très équilibré pour véritablement parler d'élections pour l'instant au Togo. Vous répondez quoi? Non, je ne sais pas ce que mon cher ami Ildefonse met dans la définition ou bien dans l'emploi de ce vocabulaire équilibré ou bien déséquilibré. Aujourd'hui, on sait, c'est vrai, il a essayé de ressasser le passé politique de notre pays. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau des forces armées togolaises, il y a un travail qui est fait afin que les forces armées togolaises ou bien les hommes en tenue se mettent en marge de tout jeu démocratique, de tout processus électoral. C'est vrai, mais ce n'est pas particulier au Togo. Mais cela, on ne peut pas excuser aussi le passé qui a entaché, disons, l'image un temps soit peu et à des moments précis du rôle de quelques éléments des forces armées togolaises. Aujourd'hui, notre armée joue son rôle républicain et je ne pense pas qu'on puisse encore prêter des intentions à ces forces armées togolaises pour leur dire pour leur dénier leur rôle républicain. Mais il y a un côté très important que je voudrais ressouligner dans les propos de mon confrère lorsqu'il a dit qu'il faudrait considérer, ça je traduis, qu'il faudrait considérer cette armée, aller vers cette armée, poser le sujet, discuter avec cette armée. Je suis en partie d'accord avec lui. Parce qu'on a vu la vieille classe, ou bien ceux que j'appelle les professionnels de l'opposition, ont toujours exposé ces forces armées comme si les forces armées togolaises sont l'expression du diable. Maintenant, vous les avez peints en tableau noir et aujourd'hui, vous êtes dos au mur, donc vous ne pouvez pas faire les démarches nécessaires. Donc il va falloir que la classe politique togolaise en général ait un langage de vérité. Un langage de vérité pour qu'on puisse dire clairement les choses comme elles sont. Si A a bien fait, qu'on ait le courage de le dire. Si B a mal fait, qu'on ait le courage aussi de le dire. Maintenant, au-delà de la morale, de l'éthique en politique, donc on peut également suggérer à nos acteurs politiques d'avoir un langage assez conciliant. Parce que au-delà disons, des élections, du vote, ce qui nous rassemble, ce qui nous reste et ce qui nous restera toujours, c'est notre chère patrie, le Togo. Donc on n'a pas besoin de se déchirer pour un fauteuil présidentiel, mais on doit participer aux élections dans une certaine convivialité. On peut le faire. Les Togolais sont assez cléments, les Togolais sont jaloux des bonnes choses, et pourquoi ne pas les dupliquer dans notre pays? Donc en somme, le processus, ça se déroule jusqu'à ce moment très bien. Les forces armées togolaises ont appris et jouent leur rôle républicain. Très bien. Alors, M. Ildefonse, c'est vrai que la classe politique n'est pas vous. Vous n'êtes pas non plus la classe politique. Vous avez affiché votre position. Si vous étiez la classe politique de l'opposition, ou alors si vous avez donné le choix de... Bon, permettez la redondance, le choix de choisir, vous ne trouvez pas nécessaire les élections. Mais la carotte est cuite. De toutes les façons, on ira aux élections. C'est raté, selon vous? Non, mais je crois que je ne parle pas en tant qu'Ildefonse. Je suis un journaliste, je suis un patron de presse. Et
je ne parle pas pour parler, je parle en fonction de tout ce que j'ai vécu au Togo. Et je parle en fonction de toutes les expériences que j'ai eues. Et je dis aujourd'hui, et ça je le martèle, que qui veut le pouvoir au Togo, s'il ne s'acoquine pas avec l'armée, il ne l'aura pas jamais. Il ne l'aura jamais. Je dis, comme quelqu'un a l'habitude de dire, je répète, si vous êtes candidat, vous n'êtes pas accepté ou bien vous ne sortez pas des arcanes de UNIR ou bien RPT UNIR comme certains le disent, si vous n'avez pas l'assentiment, vous n'avez pas la caution de l'armée, vous n'avez pas le pouvoir au Togo. Et ça, je le dis et je l'assume. Alors, ceci étant, vous me demandez aujourd'hui, telle que la situation se présente, faut-il encore aller aux élections? Je reviens un tout petit peu en arrière, juste pour 2 mots. Je dis, allons négocier avec les forces armées togolaises. Je vais vous donner un exemple qui ne se situe pas dans la période électorale. L'article 147 de la Constitution togolaise dit que l'armée togolaise doit être républicaine et apolitique. Et puis précise les missions de l'armée togolaise, la protection de l'intégrité territoriale. Je ne peux pas comprendre que dans un État qui se dit normal... Vous voyez, jusque-là, aucun rôle n'est dévolu à l'armée dans le jeu électoral. Non, aucun. Mais bizarrement, l'armée s'introduit dans le jeu électoral. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de 2006 ou 2005, où on a vu des militaires qui ont volé des urnes, qui sont allés les brûler. Ça, c'est 2005. C'est déjà passé. En 2015, allait poser la question au vice-président de la CENI d'alors, M. Francis Pedro. Qui sont ceux qui étaient cagoulés, qui voulaient le zigouiller? Quand il est allé découvrir la cabale de M. Tafa Tabiou, le président de la CENI, qui au même moment demandait à la plénière de se réunir, mais donner des résultats, alors qu'on n'avait pas encore de résultats. Allez lui poser la question. Il est très renseigné pour vous donner des informations qu'il faut. Et il n'avait pas affiché les identités de ces facteurs du trouble. Mais au-delà même de ce que je peux qualifier de ramification électorale, je prends juste un exemple. Le 5 octobre dernier, lors de la célébration du soulèvement populaire, j'ai été ébahi parce que moi, j'étais devant la maison de la santé où le Fonds citoyen togolais et le Fonds citoyen Togo Debout et le mouvement Nouboueke ont voulu projeter un film aux citoyens togolais qui se sont vus empêcher. Juste un film, la projection d'un film, et qui avait cette proportion ou bien cette obligation de leur dire, ce siège-là, qui est le vôtre, vous n'allez pas rentrer dedans pour projeter un film. Ce sont les hommes en uniforme. Et ça se passe dans un pays, dans un État où, au prime abord, on n'a pas voulu informer. Vous parlez comme l'interdiction était tactique, l'interdiction était sans raison. De toutes les façons, il y a eu des raisons administratives qui ont été évoquées avant l'interdiction, M. Ildefonse. Vous savez que je suis allé aux nouvelles lorsque le maire a donné son quitus, et ça c'est la bêtise togolaise. Le maire qui donne son avis en tant que responsable administratif et les forces de l'ordre, de sécurité et même de défense qui vous disent, parce que j'ai été chaque fois témoin de ce que je peux qualifier aujourd'hui de mouvement ou bien d'intention malveillante, qui vous disent, nous, on a reçu l'ordre de vous disperser. Nous, on a reçu l'ordre de vous dire, vous n'allez pas rentrer. Et le 5 octobre, j'étais ébahi devant la devanture de la maison de la santé où
j'avais vu des éléments de la gendarmerie qui étaient là pour dire à ceux qui devaient rentrer au siège, vous ne pouvez pas rentrer parce que nous, on a reçu l'ordre de vous dire, vous ne rentrerez pas. C'est une façon. Ou alors qu'au préalable, l'activité pour laquelle il devait être là-bas a été visée par le maire. C'est ce que je ne comprends pas. N'oubliez pas l'agissement individuel, parce que quoi qu'on dise, quand vous parlez des hommes en uniforme, c'est après tout des hommes, et dont la façon de transmettre le message diffère et de toutes les façons n'est pas aussi officielle et à garder de façon standard, monsieur Ile-de-France. Vous savez que... Très bien. Non, Nous mais allons juste- quitter cette zone. Non, je voulais juste vous rappeler ceci. Vous savez que l'institution la plus disciplinée au monde, c'est l'armée. Ce sont des hommes en uniforme qui sont les plus disciplinés au monde. Voilà pourquoi à l'époque où le général Yadema disait que ce sont les incontrôlés qui ont agi comme ça dans le monde entier. Ça me fait du bruit. Ça fait du bruit. Oui, très bien. Revenons maintenant dans le cadre électoral. Vous, aujourd'hui, vous dites, ce qui est bien à faire, c'est d'aller discuter directement avec l'armée. C'était mon premier argument. Pour vous dire que aujourd'hui, vous ne pouvez jamais avoir le pouvoir sans l'assentiment des forces armées togolaises. En d'autres termes, l'alternance, selon vous, est impossible à travers ces élections. Je vous dis, je martèle et j'assume, si vous n'avez pas le quitus de l'armée au Togo, vous ne pouvez pas passer. Mais je vous le dis. Et excusez-moi de vous dire que ceux qui sont dedans, vous savez, il y a des choses qui paraissent un peu rigolo. Lorsque vous parlez du Togo, vous parlez d'un État, d'un État qui est régi par des lois. Mais lorsque le ridicule s'invite, vous allez vous poser la question de savoir si vous êtes dans un État. Le 5 février, lorsque décédé feu le général Yadema, mais on ne pouvait pas penser qu'on était dans un État régi par des lois. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, l'article 65 donnait, je viens juste pour vous situer, donnait le droit au président de l'Assemblée de faire quoi? D'assumer. Qui sont ceux qui, en lieu et place de la Cour constitutionnelle qui devait constater la vacance du pouvoir, l'ont fait? Ce sont les forces armées qui ont fait allégeance à M. Faure Gnassingbé pour lui dire à partir d'aujourd'hui, nous vous faisons allégeance et nous demandons que vous faites ci. Je reviens un peu sur l'histoire du Togo pour vous dire, si vous voulez être candidat, si vous voulez diriger ce pays et que vous n'avez pas le soutien de l'armée, très bien. Bonjour les dégâts. Très bien, monsieur Ile-de-France. Vous avez encore quelques secondes. Bien sûr, c'est vrai que cette discussion avec l'armée, selon vous, n'est pas lieu. Mais de toutes les façons, il y a déjà des déclarations de candidature ou alors des candidatures qui s'enregistrent au niveau de la CENI. Bien sûr, dans le compte de la présidentielle de 2020, quelle est votre analyse? Je parle de la classe politique, de l'opposition, pas du pouvoir encore. Non, mais je crois que déclarer sa candidature, c'est une chose. Être maintenu comme candidat, c'est une autre chose. De toutes les façons, il y aura des candidats de l'opposition. On se pose la question de savoir, parmi ces pléiades de déclarations de candidature, près d'une vingtaine, si tous répondent aux exigences de la loi électorale, parce qu'il faut être consulté par des médecins assermentés, il faut être ci, il faut être ça. On a une vingtaine. Mais on ne sait pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, si parmi ces vingtaines, tous remplissent les conditions pour... On ne sait pas. Mais au-delà de cela aussi, et ça, je voudrais revenir là-dessus, juste pour donner le temps à mon ami et frère à qui je n'ai pas eu le temps de présenter les vœux, de parler un tout petit peu. Donc voilà. Merci. Alors, M. Credo, aujourd'hui, la problématique de la candidature unique de l'opposition s'oppose, quoi qu'on dise. Le prélat a fait des tractations et aujourd'hui a abouti à porter son choix sur un candidat que tout le monde connaît, l'ancien Premier ministre
M. Agboueme Kodjo. Vous, aujourd'hui, vous dites dans votre dernière parution que ce candidat a tout pour échouer devant Faure. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous n'avons pas fait cette précision devant Faure Gnassingbé, le président sortant, parce qu'il n'avait pas encore été investi. Donc on attend voir si sa candidature sera maintenue. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Mais c'est vrai, nous avions dans notre parution d'hier fait cette analyse que l'élu de Kodjo a tout pour perdre. Qu'est-ce qui nous a amené à cette affirmation, à cette analyse? C'est que nous avons considéré le passé de M. Agboueme Kodjo sous deux angles. Son passé lointain et son passé récent. Et le passé récent, je voudrais juste interroger nos dernières élections législatives. Comment est-ce que M. Agboueme Kodjo et son parti s'étaient comportés vis-à-vis de ses amis de cette opposition-là en griffe? Et également, lorsque nous disons qu'il a tout pour perdre, c'est que aujourd'hui, Agboueme Kodjo, sans le concours, sans l'assentiment, sans le soutien des autres acteurs de la classe politique de l'opposition, ne pourra pas aller loin. Et même s'il a le soutien, disons, verbal de certains d'entre eux, est-ce que ce soutien est sincère? Donc c'est là où nous avons dit que nous pensons et nous assumons que l'élu ou bien le choix de la démarche de Monseigneur Kodjo ne pourra pas prospérer. Maintenant, il nous en souvient qu'il y a un passé lointain qui a refait surface. C'est le rôle, je dis bien le rôle qu'aurait joué M. Agboueme Kodjo. Tout homme politique a un passé, vous le savez. Je n'en disconviens pas, mais les Togolais n'ont pas la mémoire courte. Donc c'est là où j'ai dit le rôle qu'aurait joué, parce que je ne suis pas dans l'affirmation, parce que je ne peux pas apporter les preuves. Mais il y a les événements de Frérot Jardin. Aujourd'hui, vous verrez que avec l'annonce de son choix entre griffes, par, disons, la dynamique de l'évêque Kodjo, donc vous avez vu comment est-ce que les langues se sont déliées, les rancœurs se sont encore exprimées. Maintenant, pour revenir au passé récent, le passé récent, c'est la dynamique des dernières élections législatives. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous avez vu le rôle que M. Agboueme Kodjo, notre ancien président de l'Assemblée nationale, il est parti, donc aujourd'hui il est honorable député, mais vis-à-vis de sa classe politique, de l'opposition d'hier, lorsque il y a une certaine, disons, un certain radicalisme qui s'était exprimé dans cette classe politique, appelant même à ne pas participer à ces élections, M. Agboueme Kodjo, qui se définit aujourd'hui comme opposant, nous avons vu comment est-ce qu'il s'est démarqué. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, M. Agboueme Kodjo pourrait avoir... politique à sa stratégie Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas, cher ami. C'était aussi sa stratégie. Je n'en disconviens pas, cher ami, parce que tout homme politique, ou bien tout parti politique créé, sa vision dans un proche ou lointain, c'est de conquérir le pouvoir. Mais maintenant, M. Agboueme Kodjo a besoin logiquement du soutien de ses amis de l'opposition. Est-ce que vous pensez que M. Agboueme Kodjo, franchement, peut avoir ce soutien-là? Parce que avant même... Mais vous n'êtes pas dans l'opposition. Je ne suis pas, je suis journaliste, je fais des analyses. Et donc, vous je fais des analyses. Que les soutiens peuvent être apportés je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que avant même, disons, le choix de M. Agboueme Kodjo, vous avez vu que le prélat a fait un certain nombre de consultations. Il était même parti, selon les indiscrétions, chez le président de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, qui a aujourd'hui... qui conserve aujourd'hui un brin de code populaire. Donc là, quelle était la démarche? Il y a eu, c'est vrai, nous avions écouté des choses que c'était pour demander à M. Jean-Pierre Fabre de ne pas être candidat, de laisser sa dynamique choisir ce candidat. Est-ce que vous pensez que M. Jean-Pierre Fabre va facilement céder la place, se retirer de la course au profit de M. Agboueme Kodjo? Est-ce que vous pensez que un certain Aimé Tchaboré Gogué va vouloir s'éclipser pour Agboueme Kodjo, et la dynamique même de Monseigneur Kodjo a été soutenue par qui? Par la C14, le reliquat de la C14. Est-ce que vous avez lu le communiqué de la C14? Lorsqu'on a participé à un processus, mais on assume jusqu'au bout. Et là, la C14 nous dit, nous prenons acte. Mais
tout en nous disant qu'ils prennent acte, ils s'inscrivent dans une logique de trouver un candidat consensuel. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas avec Agbeomi Kodjo. De toutes les façons, on attend les dernières déclarations de cette C14. Non, la dernière déclaration aujourd'hui, parce que c'est à 0 heure qu'on aura la clôture de l'enregistrement des candidatures. Donc là, aujourd'hui, c'est clair que la C14, ou bien le reliquat de la C14, ne s'investit pas dans la dynamique de monsieur du jeu, ou bien de la démarche de Monseigneur Kodjo, qui a choisi en griffe son messie que serait aujourd'hui pour le Togo M. Agbeomi Kodjo. Donc c'est dire que les dés sont déjà pipés. Et moi, à la place de M. Agbeomi Kodjo, que je connais bien, que je respecte bien, j'aurais peur d'assumer cette responsabilité. Parce qu'il n'aura pas, même le soutien sur les lèvres, il n'aura pas de ses pairs de l'opposition. Parce que le monsieur, on le connaît, très habile, et le monsieur n'a pas la confiance non seulement des populations, mais de tous les acteurs de sa classe politique qui le définit aujourd'hui. Donc c'est là où je dis, est-ce que nous ne sommes pas tentés de dire tout ça pour ça? Donc Monseigneur Kodjo a fait tout ça pour arriver à ce résultat-là, où il n'y a pas, de l'engouement autour de la candidature de monsieur Agbeomi. Oui, je suis sceptique. C'est une analyse, donc ça découle d'une analyse. Et l'analyse, elle est claire, elle est limpide. Est-ce que vous pensez que depuis qu'on a choisi M. Agbeomi Kodjo, ça fait pratiquement 1 semaine, est-ce que vous avez vu des manifestations d'intérêt? Il est question d'aller à une alternance. Peu importe la tête de l'individu ou alors du monsieur ou alors le candidat choisi. En réalité, cela devrait être la question. D'aller à une alternance. L'alternance ne se décrète pas sur l'individu ou alors celui-là qui doit incarner véritablement cette alternance. Non, je dirais dans une certaine mesure, l'alternance ne se décrète pas. Et lorsqu'on parle de l'alternance, il faut faire un choix qui est l'assentiment de tous les acteurs politiques. Parce que le schéma dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, en faisant nos analyses, c'est qu'il faudrait dégager une candidature unique au sein de toute la classe politique de l'opposition. Alors que toute la classe politique de l'opposition, donc je ne voudrais même pas parler des militants, ou bien de l'expression de leur population. La classe, entre les acteurs politiques même, ils n'accordent pas leur confiance à M. Agbeomi Kodjo. S'ils n'ont pas le courage de le dire, il y a des actes, on peut lire entre les lignes. C'est l'info. Très bien. Alors, il défonce. Est-ce que la problématique même de la candidature unique de l'opposition a sa raison d'être aujourd'hui, face à cette réalité? Non, je crois que lorsque vous avez en face de vous un régime ou un pouvoir qui a passé tout son temps à gérer les affaires publiques d'une main de fer, et lorsqu'on se rend compte que ailleurs ça évolue, il faut être ensemble, il faut unir ses convictions pour, je ne dirais pas dégager, pour faire en sorte que l'alternance au sommet de l'État soit. J'étais de ceux qui étaient très malheureux au lendemain de la publication? Non, pas de la publication. Avant d'en arriver à la publication, j'étais de ceux-là qui étaient très malheureux de ce que la coalition a vécu. Parce que la coalition, telle qu'elle a été, avait donné des sueurs froides au pouvoir en place. Mais lorsque je me suis rendu compte que celui-ci est parti, l'autre est parti, et puis bon, aujourd'hui on s'est retrouvé avec ce nombre-là. La coalition qui ne garde qu'un nom, hein? Sincèrement, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal et je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas arrivé à faire une comparaison entre ce qui s'est passé le 20 décembre 2019 et le 30 juin 2019? Parce que 2020. Parce que non, 2019. Parce que lorsque vous faites la part des choses, ils étaient ensemble, ils ont dit 2020, on n'ira pas. Vous avez vu? Lorsque chacun est parti de l'autre côté, tout le monde a sauté dans tous les sens, et que le 30 juin 2019, on a
Chacun tirait le pagne de son côté. Vous avez vu le taux d'abstention, malgré qu'ils ont dit aux gens allez voter, contrairement à ce qu'ils avaient dit aux législatives, n'allez pas voter. Quand j'ai mis les deux choses ensemble, je me suis dit, mais ça m'a fait trop mal que lorsque vous étiez ensemble, ça a marché, mais individuellement, ça n'a pas marché. Lorsque tout à l'heure, Credo faisait son analyse sur la personnalité de M. Agbeyome, il y a une seule chose qui m'est venue à l'esprit. Et là, c'est que je suis éduqué autrement à ne pas vouer aux gémonies celui avec qui je partage quelque chose ou bien à ne pas le dénoncer. Je préfère aller lui dire, comme la Bible me le recommande en tant que chrétien, ce que tu fais là, c'est pas bien. C'est mieux que de lui dire, de venir ici, de dire, ouais, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as trahi, tu as volé, tu as fait... Non, je ne le fais pas. Mais la petite remarque que je ferai par rapport à son analyse, c'est que j'ai eu le temps, au lendemain des législatives, j'ai eu le temps d'écouter ceux qui sont restés aujourd'hui à la C14 et qui martèlent toujours que ceux qui sont restés à l'Assemblée nationale sont des députés nommés. Parmi ces députés aujourd'hui se trouve un certain Gabriel Mensah Agbeyome. Les mêmes qui disent cette place-là, vous l'avez usurpée, est-ce qu'ils auront le courage de le cautionner, de le vendre? Parce qu'aujourd'hui, il a fait tout à l'heure allusion au dernier communiqué qui prenait acte et qui disait encore en substance et plus loin, histoire de consensus. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on trouve consensus n'y est pas encore. Non. Mais lorsque vous avez accompagné un processus et que le processus est arrivé à terme avec une réponse digne de ce nom, vous l'acceptez. Mais si on prend juste acte, ça veut dire qu'il y a un petit problème. À qui la faute? Est-ce qu'il ne peut pas dépasser, il n'y a pas lieu aujourd'hui de dépasser ces ressentis ou alors ces comparaisons, ces manières de prendre les choses pour véritablement voir en face l'objectif à atteindre? Vous savez, je ne sais pas si, et ça c'est mon souhait, vivement je le souhaite, je ne sais pas si le candidat de Monseigneur Podro serait bien vendable. Je ne sais pas. Credo a eu le temps de ressasser, de rappeler un certain nombre de choses. Je ne reviens pas là-dessus parce que je ne suis pas contre M. Agbeyome. Je voudrais, si c'est par lui que l'alternance adviendrait, je prie le Seigneur que ça soit. Mais à côté, il y a la candidature d'un certain M. Jean-Pierre Fabre. Lorsque vous mettez les deux candidatures en jeu aujourd'hui, même si dans le passé, les gens ont donné des coups à M. Jean-Pierre Fabre, je vous assure que tout ce que j'ai écouté à travers mes deux petites oreilles depuis que la candidature de M. Gabriel Agbeyome a été déclarée, excusez-moi de le dire, même si je dois forcer les gens, que j'ai écouté des Togolais de l'intérieur et de l'extérieur qui ont dit tout ça pour ça, comme il a dit. Je ne suis pas contre lui. Je veux que ça change dans mon pays. Mais, au-delà de tout ce qui se passe au niveau de l'opposition togolaise, je me pose la question de savoir si on ne se bat pas pour son propre intérêt. Parce que si aujourd'hui, un exemple d'un pays frère peut réveiller mes nerfs et me dire, ou me faire couler des larmes, et me dire, mais pourquoi chez nous ça ne prend pas? Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, où Guillaume Soro et tous les autres avaient pris fait et cause pour Ouattara, et à un moment donné, Guillaume Soro s'est rendu compte qu'avec Ouattara, ça n'allait pas. Il se démarque. Il dit aux Ivoiriens, notre patrie est en danger et nous devons la sauver. Et il se voit interdit d'atterrir. Et que ceux qu'il a combattus hier, à l'instar de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, de Bédier, se mettent ensemble pour dire, mais je ne comprends pas pourquoi Otogo ne peut pas le faire. Pour l'intérêt de notre peuple. C'est de ça que moi je parle.
Vous avez vu l'histoire ivoirienne. J'ai été ému de voir que Guillaume Soro, qu'on qualifiait de chef de guerre, qui a combattu jusqu'à la dernière minute, Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont aujourd'hui ensemble. Pourquoi? Parce que l'intérêt de la patrie ivoirienne est en jeu. Et tout, il faut aujourd'hui aussi voir l'intérêt de la partie togolaise. C'est de ça que je Très bien. Et fait des alliances là où on ne peut même pas le faire. Et j'ai comme l'impression que la manière dont les choses se passent au Togo, tout le monde veut attirer de son côté, c'est-à-dire jouir. Lui seul. On ne voit pas l'intérêt national. Et c'est là où moi ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur et ça ne m'encourage même pas à venir sur des plateaux comme ça et à parler. Parce que qu'est-ce que ça serait ce que je viens de dire et qui ne reflèterait pas la réalité des choses. Aujourd'hui, les faits sont là. La Côte d'Ivoire, c'est un exemple. Et chez nous, ceux qui étaient encore ensemble, qui nous disaient qu'ils étaient ensemble pour la cause de notre peuple, se battent, oubliant l'adversaire politique. Ça n'a pas de sens. C'est de ça qu'il est question. Et moi, ça me fait trop mal. C'est surprenant, hein, pour une fois, Credo et Ildefonse sont sur les mêmes longueurs d'onde. Ça veut dire que... Je crois que ce n'est pas une question de même longueur d'onde. Ce sont des analyses qui sont réelles, qui sont... des réalités. Et si nous voulons que notre Togo devienne un État normal, avec ceux qui aspirent à la magistrature suprême, avec ceux qui sont là pour dire ou pour être des contre-pouvoirs, disons-nous la vérité. Aujourd'hui, je suis prêt qu'on me voit aujourd'hui parce que je suis venu dire que ce que vous avez fait là, c'est mauvais. Alors, Ildefonse, le processus conduit par le prélat jusqu'à la nomination de M. Agbouyomi Kodjo, vous le qualifierez d'échec? Non, je ne qualifie pas d'échec. Vous savez, j'ai toujours apprécié le prélat par rapport à son âge, mais par rapport à son engagement et par rapport à ce qu'il veut pour notre peuple. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir, comme il a dit, je n'ai pas voulu le dire, mais vous me forcez à le dire, tout ça pour ça. Je ne dis pas que M. Agbouyomi ne fait pas le poids, mais j'aurais préféré en amont qu'on fasse un tour d'horizon sur les candidatures, qu'on investigue un peu sur toute l'étendue du territoire, qu'on ait le résultat et qu'on dise, quand on a fait le tour, on s'est rendu compte que tu peux bien faire l'affaire. Mais c'est comme quelqu'un m'arrête là, quand je viens Copé où je suis né, il y a 3 jours, qui me dit on t'a toujours vu aux côtés de Monseigneur Kodjo, donc c'est ce que vous nous avez proposé, Monsieur Agbouyomi. Et puis j'étais éberlué, je l'écoutais, j'ai dit mais attends, il peut faire l'affaire. Il nous a dit en 2015 qu'il faut voter pour Fort Nassimé. Aujourd'hui, et bien quand il m'a dit ça, c'était comme ça, je le regardais. Et j'ai été chaque fois interpellé dans les rues comme ça. Moi, je ne suis pas contre personne. Mais je voudrais que les choses se fassent pour que, au-delà même de tout ce que nous avons comme des difficultés dans l'organisation de cette élection-là, que la personne ou la personnalité qui sera choisie pour défendre les couleurs de l'opposition ait le soutien populaire. Populaire, très bien. Alors, au-delà même de la personnalité du candidat, du prélat, est-ce que vous trouvez aujourd'hui que la problématique de la candidature unique de l'opposition a vraiment raison d'être? Parce qu'en écoutant certains acteurs politiques qui disent que les candidatures uniques n'ont jamais marché au Togo, ça veut dire que ça ne marchera jamais. Oui, mais la question que je me pose, j'ai lu ce débat-là sur les plateformes. La question que je me pose, c'est de savoir si ceux qui incarnent aujourd'hui l'opposition togolaise se comprennent. Parce que si éventuellement il doit avoir quelque chose de potable, c'est qu'on s'asseye
qu'on se dise la vérité, qu'on mesure nos forces, qu'on mesure nos qualités, nos expériences dans la lutte, et qu'on se dise, ça là, c'est bon pour nous. Mais si tel n'est pas le cas, c'est bonjour les dégâts. Aujourd'hui, le parti au pouvoir peut se frotter les mains. Mais je l'ai dit, quand j'abordais cette question-là, combien de candidatures ont été retenues? Parce que la surprise aussi peut venir de là. Alors, très bien, merci Ildefonse. Alors, le dernier point pour finir ce débat, Credo, eh bien la candidature qui avait retenu un peu les souffles, on se demandait est-ce qu'il va faire ou il ne va pas le faire, il va se déclarer oui ou non, mais à la dernière minute, on l'a vu, le président sortant Fonia Sigbe a dit oui à la proposition de ses militants. Hein. Vous, c'était une surprise? Non, mais avant de répondre à cette question, vous permettez que je revienne un peu sur la chute très rapidement. De mon confrère Ildefonse, parce que c'est vrai, il a fait parler son cœur, il a fait le diagnostic. Aujourd'hui, on doit ramener le débat du renouvellement de la classe politique, surtout celle de l'opposition, parce que il n'y a pas de franchise. Peut-être qu'il faut le faire après 2020. Oui, mais le débat, donc on doit mener la réflexion. Donc ça ne sera pas par un coup de baguette magique, mais on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau qu'il faudrait renouveler la classe politique de l'opposition parce que lorsque les gens deviennent par magie professionnels d'un milieu, donc c'est qu'ils oublient, ils pensent trop à leur propre positionnement sociétal et politique. Donc cela constitue également une faiblesse de cette opposition-là. Parce que moi je dis, le choix de M. Agbéomé Kodjo, ça peut prospérer, comme ça ne peut pas prospérer aussi. Nous n'avons rien contre l'ancien Premier ministre Agbéomé Kodjo, mais quand on veut s'investir dans une logique d'analyse, mais on dira qu'il y a beaucoup de choses qui ont manqué, disons, à ce processus pour sortir un candidat qui puisse avoir, disons, le consensus de ses pairs de l'opposition. Donc il faut avoir ce courage-là pour le dire. Vous verrez que même si demain on nous dit M. Agbéomé Kodjo, sa candidature ne souffre d'aucune illégitimité, il est retenu, vous verrez que M. Agbéomé Kodjo, ses premiers combattants, ceux qui vont le combattre, vont provenir même de cette classe politique de l'opposition. Parce qu'ils vont dire pourquoi lui et pas nous. Mais alors qu'ils n'ont pas eu le courage de poser le vrai débat, de discuter avec eux. Parce que Monseigneur Podjo a fait le tour. Donc, ils n'ont pas eu le courage. Vous verrez même qu'après l'annonce du nom de M. Agbéomé Kodjo, ils n'ont pas eu encore ce courage-là de dire nous ne sommes pas d'accord. Mais ils font le sujet vers complément autrement. Donc, c'est dire que ce sont des gens qui ne s'assument pas, des gens qui pensent à leur repositionnement. Donc, il faudrait qu'on pense au renouvellement de la classe politique. Et lorsqu'on parle du renouvellement de la classe politique, j'en conviens, ce n'est pas seulement au sein de l'opposition, mais au sein du parti au pouvoir aussi. Et cela ne se décrète pas, Credo? Cela ne se décrète pas, mais cela participe d'un processus. Donc, il faut mener la réflexion au sein des états-majors des partis politiques pour dire, mais on ne va pas mais nous avons des bras valides au sein de cette jeunesse-là, qui ont de la jugeote, qui veulent faire les choses autrement. Mais est-ce que le radicalisme paie toujours? Est-ce qu'il n'est pas question aujourd'hui de faire des analyses objectives, faire des démarches qui soient, disons, empreintes d'une dynamique, d'une certaine sincérité? Voilà aussi. Les acteurs politiques ne sont pas sincères. Pris globalement, ils ne sont pas sincères. Et si nous considérons la classe politique de l'opposition, moi, je les taxe, ce sont des vendeurs d'illusions. Parce qu'ils ne pensent qu'à leur positionnement, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Maintenant, revenons à la candidature de M. Fonia Sigbe. C'est vrai, rien ne l'empêche d'être candidat. Et je crois que hier, nous avons tous suivi la cérémonie de son investiture. Et premièrement, on nous a dit que les responsables de ce parti UNIR
ont fait toute une tournée et ils ont le consensus s'est dégagé autour de la personne de M. Fornassi. Cette nuit, qui a dit, 22 missiles se sont abattus sur 2 bases américaines en Irak. Lui aussi, il a mené la réflexion, mais sur cette il a vidéo, donné son oui. un Irakien filme l'attaque. Ce n'est pas une première candidature déflagration. parce que pour les militants, si je le mets à la place, On entend une prière, puis l'homme crie. Il y en a 2 autres qui arrivent là-bas, faites gaffe. Et ils croient, ils ont cette confiance que ce qu'il a fait. Attention, attention, ils visent les Américains. Sous leur régime, ils peuvent faire plus. Donc c'est pourquoi Les 2 bases visées sont celles d'Erbil au nord du pays et d'Aïn al-Assad dans le désert irakien. Athée devant une foule enthousiaste, le guide suprême, l'imam Ali Khamenei, intervient en direct à la télévision. La nuit dernière, son candidat maintenant, le jeu sera une fait gifle dans a les été yeux. donnée en pleine Parce qu'il face. faut aller sur le terrain. Mais le plus Parce que le important parti unique aura une est que la lourde présence responsabilité. corrompue de Dans l'Amérique cette dans la période région de campagne électorale qui va prenne s'ouvrir fin. ici pour février. Dès la disons, nouvelle connue, complication vient la des difficulté, Iraniens c'est qu'il descendent faudrait dans les rues, défendre un précédent satisfaits que mandat l'assassinat et du faire des général propositions Soleimani pour le ait été mandat vengé. Donc là, ce n'est pas une surprise Ainsi pour que moi l'imam que Khamenei les l'a dit, militants du s'il Niger aient tue l'un choisi, d'entre nous, nous en tuerons 10 fois plus. Téhéran avance le chiffre de 80 morts, mais selon l'armée américaine, les frappes n'auraient tué aucun soldat. Donald Trump, que l'on voit ici sur l'une des bases visées cette nuit par les frappes iraniennes, a réagi sobrement dans un tweet. Très bien. Alors, il a- Jusqu'ici, tout va bien. J'ai accepté avec Quelle sera la réponse des États-Unis? Donald Trump doit prendre la parole dans la journée. de se présenter pour une 4e fois. Au milieu des vestiges de l'appareil encore fumant, une nuée de secouristes du Croissant Rouge iranien s'active. La tâche est dantesque. Le travail macabre d'identification des victimes a commencé dès le lever du jour. Chaque bagage est examiné. À terre, les restes de 176 vies fauchées dans le crash de l'avion de l'Ukraine International Airlines qui reliait Téhéran à Kiev. Parmi eux, 82 Iraniens, 62 Canadiens et 11 Ukrainiens. C'est un balai incessant. Les cadavres des victimes sont alignés en attendant d'être identifiés. Voici les premières images du crash filmé tôt ce matin. L'appareil a pris feu 6 minutes après le décollage. Est conforme à ce que je voulais dire. Un homme humble ne laisse pas massacrer son peuple. Celui qui est humble, selon la Bible, je suis chrétien. Voilà pourquoi je dis, lorsqu'ils m'ont dit, c'est avec humilité, j'ai vu des adolescents qui ont été fauchés par des hommes qui sont proches de lui. Lui, la providence divine a voulu qu'il soit le chef de l'État, le magistrat. Mais lorsque je me rends compte que le chef de l'État est devenu un complice de la violation des lois qui régissent l'État qu'il dirige, il ne peut jamais être humble. Là, c'est votre analyse de la situation. C'est moi qui parle. Très bien. Et donc, lui, il trouve que c'est avec humilité qu'il accepte le choix de ses militants, Voilà. de ses compagnons de marche sur lui pour encore se positionner pour... Voilà pourquoi je repose le problème de la connotation même du sens de l'humilité. Très bien. Et je dis... De toutes les façons, on ne va pas aller sur ce lexique-là. Voilà. Oui, et je dis... Et puis, d'ailleurs, quelqu'un qui est humble, respecte sa parole donnée. Sur Deutsche Welle, j'ai écouté le chef de l'État, M. Fornassi, dire, pour donner une chance à la démocratie, il faut limiter les mandats à 2, au plus à 3. C'est fait selon les réformes, les dernières. Quelle réforme? La dernière réforme. Vous voulez me dire à moi, qui suis togolais, qui suis depuis 2005, l'histoire togolaise, que M. Fornassi non seulement a fait un coup d'État constitutionnel, là c'est un abus. C'est un abus. Attends, non, c'est un abus. Je reviens. A été bénéficiaire d'un coup d'État constitutionnel depuis 2005. On nous dit aujourd'hui qu'il n'a jamais dirigé le pays. Quelqu'un qui est humble ne peut pas se mettre dans cette posture-là. Monsieur Défense, est-ce que vous acceptez avec moi que le Togo aujourd'hui a une nouvelle constitution, selon les dernières réformes? Non, je crois qu'il a de la peine à reconnaître. Non, vous ne parlez pas. Non, le moment où le mot vous manque,
pour apprécier. Non, de toute façon, j'ai la parole. Non, mais vous avez la parole, mais je constate que mon cher ami prend beaucoup plus de temps. Pour répondre. C'est vous qui dites. Je ne fais qu'un constat avec humilité. Merci. Le constat est bienvenu. Je reconnais qu'il y a été un machin de truc qui a été fait. Très bien. Est-ce que vous reconnaissez l'existence d'une constitution, monsieur Ildefonse? Vous savez? Pas machin de truc, hein? Non, c'est un machin de truc. Très bien, selon vous. Ok, il y a une nouvelle constitution de toutes les façons. Qui fait quoi? Qui dit de mettre à zéro le compteur de M. Faure Gnassingbé, tout comme s'il n'a jamais dirigé ce pays. Vous savez, c'est une insulte, d'ailleurs, à ceux qui sont membres de son parti. Et moi, ça me choque. Ça me choque dans la mesure où, dans ce parti-là, on a trouvé que lui, qui soit toujours aux commandes, lorsque lui-même, on lui oppose ses propos, il faut limiter les mandats. Il serait encore plus humble en disant « Je suis un homme humble ». J'avais dit par le passé qu'il faut limiter les mandats pour que la démocratie progresse. Vous me proposez quelque chose, mais par rapport à cet homme d'État que je suis, comme l'a fait Nkurunziza, comme l'a fait Muhammadu Buhari, comme l'a fait Mamadou Issifou, je dis merci. Il y a d'autres qui peuvent remplir. C'est en cela que vous comprendrez son humilité dont il faisait allusion. Tout à fait. Sinon, devant moi, le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, n'est pas humble. Et je l'assume. Et donc vous avez été surpris de le voir accepter cette proposition. Je sais que son appétit, sa gourmandise, tout cela, quand je vérifie, quand je me rends compte que des gens ont toujours souhaité qu'il soit là-bas pour que eux ils profitent, je n'ai jamais été surpris. Jamais. Il faut que tu sois là-bas pour que nous profitons. Il faut aller. On te supporte. Je ne suis et je ne serai jamais. Tant qu'il sera en vie, on peut nous dire. Parce qu'aujourd'hui, on a ramené le compteur à zéro. Qu'est-ce qui vous prouve que dans 5 ans, dans 10 ans, quand il sera encore en vie, on ne nous dira pas que ça sera toujours lui. Merci. Alors, M. Credo, c'est vrai, oui, vous n'avez pas été vraiment surpris compte tenu des résultats à défendre à venir, et puis vous laissez le choix quand même au terrain de la campagne électorale et autres. Mais vous, en tant qu'observateur, est-ce que vous ne trouvez pas cette représentation de trop? Non, mais moi je ne le trouve pas, du moment où la Constitution ne l'interdit pas. Parce qu'aujourd'hui, si je voudrais revenir sur les propos que le chef de l'État a tenus au micro de nos confrères de Deutsche Welle, le chef de l'État a tenu sa parole. Donc aujourd'hui, on parle de limitation de mandat. Et la limitation de mandat, elle est effective et c'est dans la Constitution. Donc je crois que l'angle de lecture, ce n'est pas obligé que mon cher ami Ildefonse partage le même angle de lecture des propos du chef de l'État. Mais moi, je voudrais beaucoup plus revenir sur le sens de l'humilité. Parce qu'il a dit qu'il a accepté et qu'il accepte de porter encore le flambeau de son parti avec humilité, parce que les militants, lorsque les états-majors du parti ont fait cette tournée nationale, ils ont recueilli encore la confiance de leurs militants de base en la politique développée par M. Faure Gnassingbé. Et donc s'il dit il a accepté avec humilité, je le crois, parce qu'il était question préalablement de confiance en sa personne et la confiance a été exprimée. Donc il dit qu'il accepte avec humilité. Je crois qu'on ne peut pas dire nous tous nous sommes faillibles, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits et nous poursuivons un idéal. Mais je trouve en Faure Gnassingbé quelqu'un qui comprend ce que veut dire humilité, qui vit cette humilité au jour le jour. Sinon, nous avons vu tout ce que cette classe politique, avec, disons, les politiciens Facebook ou WhatsApp, ont voulu faire de ce chef de l'État. Donc, c'est avec humilité qu'il a surmonté toutes ces épreuves. Moi, je les appelle des épreuves politiques. Et s'il le dit avec humilité, il accepte d'être candidat, une fois encore, au nom du parti UNIR. Je le prends au mot et je me réjouis de l'expression de cette humilité qui découle d'une confiance que les militants lui ont accordée. Très bien. Alors, selon vous, qu'attendre encore d'une prochaine mandature de Faure Gnassingbé? Qu'attendre? Non, le chantier est vaste, le chantier est rugueux. Donc là, je crois que le chef de l'État, en toute âme et conscience, doit faire également le bilan. Ce qu'il a eu à faire, donc quelles ont été, disons,
les forces et les faiblesses, les défauts et les qualités. Donc je crois que son parti aura à défendre ensemble avec lui, à vendre un programme de société. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas de vendre le programme de société. Vendre le programme de société, lorsqu'on le vend, donc c'est qu'on doit s'investir également, disons, pour sa matérialisation. Et vous verrez que moi, je ne suis pas sceptique, je ne suis pas pessimiste. Je crois que lorsqu'il aura recueilli, disons, le vote des Togolais, donc il sera placé devant une nouvelle responsabilité que de satisfaire Et donc, n'oubliez pas qu'il est en train de finir un mandat social, alors ce serait dans la logique d'un nouveau mandat social. Hein. Qu'est-ce qui nous empêche ou bien qu'est-ce qui l'empêche de redéfinir ce mandat social? Parce que lorsque on est sur le chantier du travail, il y a toujours le travail, donc le travail ne s'estompe jamais. Donc on se met à l'œuvre. Lorsqu'on fait, donc il doit y avoir des points positifs comme négatifs. Mais l'essentiel, c'est de vouloir transformer ses faiblesses en force, ses défauts en qualité. Et c'est tout ce que je peux souhaiter à ce candidat qui a reçu la confiance une nouvelle fois encore de son état-major et qui l'exprime avec humilité. Merci. Ildefonse, vous trouvez qu'il n'y a plus rien à attendre de cette nouvelle mandature de Fognassing? Je crois qu'il n'y a pratiquement rien à attendre. Moi, je suis certain. Au lendemain des élections, s'il y a élection, on aura des gens, des citoyens, des compatriotes qui seront encore tués. Parce que... Non, mais on ne va pas le souhaiter. Vous n'êtes pas un prophète de malheur. Hein. Non, mais on ne va pas le souhaiter. Vous savez? Non, mais il ne faut pas être si pessimiste jusqu'à souhaiter encore qu'il y ait encore des morts. Je le suis en analysant tout ce qui se passe. Mais l'optimisme, c'est pour nous les humains, mon cher ami. Je le suis en vous disant qu'au niveau de la CENI, ce n'est pas ce qui doit être de mise. La Cour constitutionnelle, et revenons là-dessus, la loi fondamentale togolaise ne dit pas qu'il faut avoir 7 membres. La loi dit 9. Mais du moment où le Sénat n'est pas encore mis en place. Ce n'est pas que du moment où le Sénat n'est pas mis en place. Ceux qui, aujourd'hui, nous appelons entre guillemets députés, qui ont fait cette réforme, savaient très bien que l'article 150 qui existait devait être de mise. On supprime cet article, on supprime l'article 155 qui donne les prérogatives du Sénat à l'Assemblée nationale pour le choix. Mais vous supprimez tout ça. La loi dit 9. Vous donnez 7. La Cour constitutionnelle n'est pas renouvelée comme cela se doit. Et j'ai été malheureux de constater que celui qui se dit aujourd'hui humble, premier magistrat, a cautionné cette forfaiture-là. Il y a ça. Les listes électorales. Mais on nous a dit qu'on avait fait un recensement et après on nous dit qu'on a fait une révision. Moi, j'ai parcouru des villages dans lesquels, quand on a dit qu'il faut faire 3 jours de recensement, de révision, dans certaines localités, les kits prennent 2 jours de retard. Et j'ai remarqué dans la capitale que non seulement les kits étaient au point, mais il y a eu des lenteurs. Il y a eu des pannes il y a eu des kits qui sont tombés en panne. Et vous parlez de quoi? Mais en vertu de tout cela, nous sommes habitués au Togo que la vérité des urnes n'est pas celle qui est proclamée au lendemain du ou des scrutins. C'est de cela que je dis. Ce n'est pas moi. J'ai écouté Zeu Sajavon le dire en tant que vice-président à l'époque. J'ai écouté Pedro Francis Amouzou le dire. Et dans les coulisses, j'ai des amis qui sont à la CENI qui nous disent « Mais c'est du bordel, on est en train de faire là-bas. » Voilà pourquoi je ne suis pas un prophète de malheur. Mais c'est là où l'armée rentre en jeu. Lorsqu'on nous demande, ou on demande aux responsables de la CENI, ce qui est resté ou bien ce qui est dans les urnes, dites-nous ça. On envoie des gens cagoulés
qui pointent des armes sur les... Non, mais attendez. Je voudrais dire, le milieu n'est pas idéal pour qu'on fasse ce débat sur ce que j'appelle le cinéma de M. Pedro. Non, mais moi je l'appelle, je l'assume. M. Pedro avait fait un cinéma. On avait eu l'opportunité d'en débattre sur ce plateau-là. Mais non, malheureusement que le temps qui nous est imparti, on ne peut pas faire ce débat-là. Donc là, ne revenons pas sur ce sujet-là. Non, mais parlons de la candidature de M. Fondassibé. Merci, mais de toutes les façons, ça c'est notre défi, c'est notre archive. On aura le temps de revenir là-dessus. Vous savez, j'ai comme l'impression que vous pensez que j'ai quelque chose contre l'armée. Non. Mais je vous dis des réalités. Et je dis, je ne suis pas un prophète de malheur. Le jour où on aura la vérité des urnes, vous comprendrez que le Togo est Togo. Vous ignorez ma question. On n'attendait plus rien de la candidature de Fondassibé, c'est cela? J'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose. Pendant 15 ans, nous avons été habitués à quoi? Aux violences, aux oppressions. On a parlé de mandat social. C'est durant ce mandat social que des sociétés d'État ont été fermées. Nos compatriotes ou bien nos concitoyens ont été congédiés. Aujourd'hui, allez vous renseigner. Combien sont-ils devenus des chômeurs sous le mandat social? Je n'entends rien. Tu sais, je serai Saint Thomas. Je le croirai. Merci. Nous aurons le temps de revenir sur ce même plateau à discuter des questions de l'actualité. Donc c'est lui qui clôture. C'est pas lui qui clôture. C'est pas lui qui clôture. Non, mais c'est l'animateur. Vous aurez le temps pour votre dernier mot, votre mot de la fin. C'est dans quelques secondes. De toutes les façons, ce n'est plus un débat, mais votre mot de la fin. Non, mot de la fin pour cette émission. Donc je voudrais remercier la RTDS pour avoir créé cet espace. Vous remercier même pour ce sacrifice d'animation. Souhaiter tout le meilleur à cette émission, à cette télé, qui nous permet de faire des analyses. Nous disons ce que nous disons et sur ce plateau, nous qui sommes invités, nous n'avons pas la science infuse, mais nous faisons des lectures des situations assez précises. Maintenant, aux candidats à la prochaine présidentielle, je leur souhaite tout le meilleur et dire que nous ne sommes pas contre certains pour certains, mais nous disons que l'expression du jeu démocratique se fasse sur la terre de nos aïeux. Mais on ne doit pas occulter le fait qu'il faut renouveler la classe politique, surtout celle de l'opposition. Donc je ne voudrais pas être Saint Thomas, j'ai foi. Et je partage la même foi catholique qu'avec mon frère Ildefonse. Donc je dis, vivons dans l'espérance, mais que chacun fasse sa part, comme l'a dit Monseigneur Bariga, que chacun fasse sa part. Merci. Ildefonse, votre mot de la fin. Donc il va parler encore. Quelques secondes. Je vis dans cette espérance, moi aussi. Je ne peux jamais souhaiter le malheur pour mon peuple. Mais quand je fais une lecture, et que cette lecture reste la même, il y a des années, il y a de quoi m'interroger. Je ne suis pas un prophète de malheur. Tel que les jeux se passent, comme l'a dit quelqu'un, les dés sont pipés. Je rêve le Togo. Et un Togo meilleur. Où tous, nous aurons des chances égales. Où tous, nous serons traités comme cela se doit devant la justice. Merci, Ildefonse Akwaki. Je rappelle, vous êtes le directeur de publication du journal en ligne, la Gazette du Togo. Merci d'avoir été des nôtres dans cette émission. Monsieur Credo, TT, journal Le Médium, merci d'avoir été des nôtres. Je vous en prie. Nous aurons le temps encore de vous avoir sur ce même plateau avec d'autres débats, si vous le voulez. De toutes les façons, beaucoup plus fouillé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis ce premier numéro de votre émission et Grand Carrefour dans cette nouvelle année 2020. Une fois encore, bonne et heureuse année à tous et que le Togo soit au centre de toutes les préoccupations. À très bientôt. On peut se serrer les mains, La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.